Là, on est chez du Kubrick, là. De toute façon. Imhotep. Tu sais que j'ai dû le dire ça à l'époque. On devait délirer avec des potes en disant ça, en citant ce passage. Avec Imhotep. Imhotep. Bah oui, parce que c'est culte. Bonjour. Imhotep à toi, Manu. Imhotep, Serge. Ouais, Imhotep à vous tous. Bienvenue dans La Grange. Nouvel épisode. Cette fois, on fait une grange rétrospective. On essaie d'instaurer un petit concept où ça nous arrive de traiter deux films un peu de l'époque. Et là, on va traiter de La Momie. Mais La Momie de Stephen Sommers, sorti en 99. Quel timing. Le sens du timing. On commence à être pro à part ça, hein, t'as vu? C'est pas du tout la chance. C'est pas du tout la chance. Non, c'est complètement calculé, mais complètement calculé. Donc, voilà. Épisode de La Grange rétrospective. Je pense que, en tout cas, de votre génération, d'autres générations, on a tous vu La Momie. Ça a été un gros, énorme succès de chez Universal, sorti en 1999. Donc, on l'a dit, réalisé par Stephen Sommers. Pour rappeler qui est Stephen Sommers, il a fait quoi Stephen Sommers avant La Momie? Ah bah c'est toi l'expert de Stephen Sommers. Ah, Stephen Sommers, c'est vrai. Alors Stephen Sommers, avant de se faire connaître, La Momie c'est son gros succès, hein, c'est son plus gros film, plus gros succès. Avant, il avait fait Un Cri dans l'océan, et encore avant, Un Cri dans l'océan qui était vraiment pas mal. Et encore avant, il avait fait par exemple le Livre de la jungle. Pour Disney, il a bossé une fois pour Disney en faisant le Livre de la jungle avec Jason Scott Lee dans le rôle de Mowgli. Et puis, il y avait des grosses pointures. Il y avait Sam Neill, il y avait Lena Headey, celle qui incarne Cersei, par exemple, dans Game of Thrones. Hein, je pense que vous l'avez tous découvert là-dedans. Mais en tout cas, donc, le mec a fait de l'aventure. Il a fait de l'aventure, de l'action, du suspense, un peu horreur. Et là, il se lance dans La Momie, en faisant ressortir les monstres Universal, enfin un des plus fameux monstres Universal de l'époque, qui est La Momie. Adaptation déjà d'un film qui s'appelait La Momie, qui est sorti par Universal dans les années 30 déjà, hein, si je me gourre pas. Ouais, 32. 1932, La Momie. Donc, avant de rentrer dans le vif, dans du bandeau, avant de démêler cette momie, on va déjà pitcher un petit peu de quoi parle le film. En gros, on suit les aventures de Rick O'Connell, aventurier de grand chemin et mercenaire, qui va accompagner tout un cortège pour découvrir une antique cité d'Amunaptra où il y aurait soi-disant un trésor. Un immense trésor, mais le problème c'est qu'ils vont aussi tomber sur la momie Imhotep qui a été momifiée et enterrée vivante dans cette cité d'Amunaptra, et puis ils vont bien sûr réveiller cette momie qui va appliquer sa vengeance, qui va se mettre à la poursuite de tous ceux qui l'ont ressuscité pour pouvoir se régénérer. Et il a aussi le but, donc la momie qui s'appelle Imhotep, aussi de pouvoir ressusciter son amour passé, et puis faire régner le fléau, la mort sur le monde moderne. En gros, on explique. Gros film d'aventure à la croisée entre Indiana Jones et puis un petit peu ce côté un peu cinéma d'horreur aussi Universal de l'époque. Donc, est-ce que toi déjà, Manu, toi tu l'as vu au cinéma? Non, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu comme tous les films de l'époque en cassette, en VHS. Moi, je l'ai vu au cinéma celui-là. Ah, tu l'as vu au cinéma? Ouais. Ah ouais. Je me souviens, ça c'était énorme. Ah, je pense que ça devait être un de tes premiers films, je sais pas, parce que 99. Oh. Ouais, j'étais pas. Pour le ciné, on n'était pas jeunes, quoi. Mais on n'avait pas tant que ça. Non, mais rien que quand tu dis Rick O'Connell, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai entendu le nom, j'étais là, ouais, bien sûr. Je me rappelais de O'Connell. O'Connell. Et puis donc, non, mais c'est... alors là, c'est vrai qu'on part un peu sur un délire, on va voir jusqu'à quel point on va le tenir, de nos films de notre époque qu'on regardait quand on était gamin en VHS, donc les films des années 90 principalement. 80, 90, voire début 2000. Ouais. Ça peut être tout, mais c'est vrai que celui-là... Les films qui sortaient en plus vraiment dans les fins des années 90. Que dire? Moi je l'ai revu, je l'avais pas revu depuis l'époque, pour te dire la vérité. Et alors
c'est plutôt efficace, mais c'est plutôt rigolo d'ailleurs. Enfin, c'est même très rigolo. Je me rappelais plus qu'il y avait autant d'humour. Et comme tu l'as dit, c'est une sorte de mélange de Indiana Jones et puis de, je sais pas, maintenant, il y a un petit côté film d'horreur, un peu épouvant d'Universal de cette époque-là, de la vieille époque. Il a essayé de ressortir un peu. On sent qu'il s'est inspiré de ces mimiques-là de l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un truc old school. Même moi, je voyais un peu du Laurence d'Arabie dans le côté coucher de soleil, chevaucher des chameaux, des dromadaires dans le désert, avec des plans magnifiques. Ouais, non, franchement, c'est vrai qu'il est beau. Enfin, oui, pour un film comme ça, on pourrait s'attendre à moins de qualité. En termes de l'image, enfin au niveau de l'image et tout. Alors oui et non, parce que... Attends, moi, c'est joli. Oui et non, parce que juste pour te couper là-dessus, parce que Universal a investi des sommes astronomiques dans ce film-là. Hein. C'était vendu comme le gros blockbuster de c'est vrai, mais ça reste... Alors je voulais dire, pour un blockbuster, on va dire... Tout d'un coup, t'as quand même une qualité esthétique qui est assez... Moi, je trouvais assez forte quand même. Mais on savait faire de l'image à l'époque. Ouh là là, sujet sensible. On va y revenir. Mais oui. Alors, je te laisse finir un petit peu. Le grand amoureux de Dune va vous parler des couleurs. Non, mais c'est vrai que ça fait bizarre. C'est rigolo de revoir un truc un peu contrasté. Alors celui-là, il joue vraiment sur les tons dorés. Oui, c'est tout principalement dans le désert, donc il y a vraiment ce truc-là, mais et en même temps des super bleus américains, des nuits américaines aussi, de nuit dans les bleus magnifiques. Enfin, je trouve qu'il y a ce côté, on retrouve un peu l'époque, quoi. Mais oui, mais comme tu disais, juste pour redonner le contexte un peu, effectivement, c'est un remake d'un film de 1932, La Momie. Et puis produit par Universal, parce que c'était eux, donc les Universal Monsters, qui étaient très connus. Il y avait Frankenstein, Dracula, il y avait Dracula, il y avait la momie, et ça faisait un moment qu'ils voulaient refaire en fait toute une série de films basés sur leur héritage, et c'était censé être le premier d'une longue série, ce qui finalement, je crois, n'a pas eu lieu. Chose qu'ils ont essayé de rebooter après, comme Universal Monster Universe, avec les films comme La Momie avec Tom Cruise, qu'ils ont essayé de relancer, qui là aussi a été un gros échec. Hein. Voilà. Et puis alors qu'est-ce que j'en retiens après ma vision hier soir? Alors c'est vrai que moi, je pense que je suis pas le public cible des films d'aventure, parce que j'ai un peu bizarrement en fait, parce qu'on peut se dire l'aventure c'est vraiment le cinéma. Films d'aventure, voilà, Indiana Jones, etc. Mais même Indiana Jones, et là je veux pas me faire des amis, parce que je sais que toi t'es un grand fan. Vous êtes prévenu, mais continuez à écouter Lagrange, hein, s'il vous plaît, partez pas après ce qu'il va dire, s'il vous plaît. Non mais voilà, je suis pas un grand fan des Indiana Jones, des deux premiers en tout cas que j'ai vus, et donc il y a beaucoup de ça, il y a vraiment ce truc de film d'aventure, et puis de love interest. À la Indiana Jones en fait, hein, ça m'a quand même beaucoup fait penser à Indiana Jones, avec ce truc un peu horreur, hein, mais mine de rien il y avait ça aussi un peu dans Indiana Jones, et juste remis au goût du jour, et avec donc l'acteur principal Brendan Fraser, je crois qu'on dit comme ça, Fraser, ouais. Et puis donc il y a en fait qui était, enfin moi je trouve qui est très emblématique de cette époque, parce que on n'en avait plus entendu parler jusqu'à récemment. Là, il a sorti, il a joué dans The Whale, mais à l'époque, il les enchaînait. Darren Aronofsky, mais à l'époque, c'était vraiment the mégastar quand même de ces blockbusters-là. Moi, je me rappelle de lui dans Georges de la Jungle. Georges de la Jungle, oui, quoi. J'adorais Georges de la Jungle. Chez Disney, et puis là, un gros. C'était avant, hein, je crois. Oui, c'était juste un peu avant. Donc il était un déjà peu là qui s'est fait déjà connaître. Hein. Georges de la Jungle, c'est devenu assez culte. Enfin, un culte, après, vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais ouais. Beaucoup de gens l'ont retenu là-dedans, parce qu'en plus, il véhiculait cette image de sex symbole aussi. Enfin, tu vois, c'est Tarzan, en gros. Hein, ouais, c'est ça. Dans Georges de la Jungle, donc il est ce côté mais en beau plus, gosse, comment dire, plus con, quoi. Ouais, c'est ça. Plus débile, tu vois, avec une gueule Disney, un peu. On va en faire un Tarzan je pour les enfants. Je me rappelle plus qu'il était. Enfin, on dirait pas un imbécile, quoi. Même dans La Momie, il a ce côté-là dans les mimes. Il arrive à avoir un côté enfant. Il a un côté enfantin. Il a un regard d'enfant aussi assez. Aussi bien, il peut avoir un regard dur et perçant. Je trouve que moi j'adore cet acteur. Je trouve que déjà rien que visuellement il dégage quelque chose. Mais il y a lui, il y a Rachel Weisz. Ouais, magnifique, Rachel Weisz, ouais. qui est plutôt cool dans ce film aussi. Et puis il y a Arnold Vosloo dans le rôle d'Imhotep, moins connu déjà. Il a fait, je pense que c'est vraiment son rôle le plus connu. Il a marqué. Après, il est marquant. Il est marquant dans ce film. Je trouve qu'on s'en souvient. Et
Après, encore une fois, on parle de films qu'on a vus quand moi j'avais, je sais pas quel âge, mais dans les... Dans les 12 ans, non, je ouais, crois, dans les 10-12 ans, 10, quelque 12 chose ans. comme ça. En fait, ouais, j'avais 12 ans. Et donc, voilà, à cette époque-là, tout est plus marquant. Donc, moi, je me rappelle bien de... Enfin, c'est presque Même si tu te Richard est rappelles marquant. de certaines répliques, tu vois, Blague. le ton comme il dit Imhotep, etc. Ouais, bah oui. T'as ce truc où tout d'un coup ça revient au fond de ta mémoire et tu te dis mais oui, je me rappelle, ça me Ouais, dit comme quelque tu chose, retrouves Imhotep dans Astérix Mission Cléopâtre, je me demande si ça. Bah, tu sais, tu ça m'a vois, fait c'est rigolo parce que je me suis demandé si en fait Mission Cléopâtre était pas a pas un chopé peu... Imhotep du joueur de la momie, hein, je pense que. Alors déjà, c'est vrai que j'ai pensé à ça, et surtout s'ils essayaient pas de surfer, parce que c'était quand même, je pense que c'était un énorme succès le film critique, enfin au terme de Momie box-office, ouais. Ah oui, énorme, oui, il a énorme cartonné. succès. Et Qui a engendré du coup, une je me suite demande après, si Mission derrière. Cléopâtre était pas un peu voilà, influencé par parce que c'était plus à la mode. Alors bon, c'est Astérix, mais même de faire un truc un je peu. pense que quand ils ont tu fait vois, en quand ils ont Égypte, fait Astérix, Alain Chabat, je pense que voilà, bien sûr, il ils a ont vu dû la penser momie parce au que succès du film qui a aidé à faire. Tu vois. Ouais, et puis je pense qu'ils ont aimé ces films-là. Ils ont vu des trucs comme La Momie. Enfin, c'est des trucs qui restent. Et puis ils disent tiens, Imhotep, tu vois, Imhotep, tiens, vas-y, bah, Imhotep à toi, Imhotep à vous. Enfin, Ouais, peut-être bien du que ça coup, vient tu de le là. retrouves. Ouais, C'est rigolo, mais donc ouais, non, mais c'est un bon. Enfin, c'est plutôt. Alors encore une fois, aujourd'hui, on regarde ça avec un œil curieux de films d'époque, tu vois, de films des années 90. Mais voilà, même si moi je suis pas forcément le public cible, toi beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'est assez divertissant, c'est très rythmé. On n'a plus trop l'habitude d'avoir un truc qui fonctionne comme ça sur des rails assez. Je trouve ça une patate. C'est vrai que c'est un peu une pêche assez cool. Et c'est rigolo. Enfin, il y a un côté vraiment un peu, il y a un peu tout le cinéma, tout ce que peut te proposer, tu vois, les frissons, le truc un peu, l'amour. Puis des tropes cinématographiques, des gimmicks dans la mise en scène. Moi, je trouve qu'il y a vraiment Ouais, bon, moi j'adore ce film. La musique, elle est trop bien. La musique. Je me rappelais plus que c'était. Enfin, à Jerry l'époque, je connaissais Goldsmith, pas Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, qui pour le coup, lui, n'a pas du tout aimé le film. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas voulu écrire la partition du deuxième. Et que c'est Alan Silvestri qui l'a remplacé apparemment. Ah ouais. Ouais, il y a eu un truc. Jerry Goldsmith n'a pas aimé le film. Mais bon, on sait que. Mais toi, t'en as pensé quoi alors? J'adore. Moi j'adore. Ouais, j'adorais à l'époque et c'est toujours un film que je prends du plaisir même à remater encore maintenant régulièrement. Et c'est là que moi je le rattache vraiment à du cinéma doudou parce que je trouve que ce film est un condensé en fait d'aventure, d'horreur. C'est vraiment pour moi, je dirais pas le blockbuster familial parfait, mais presque. Le blockbuster parfait avec tous les ingrédients qu'il faut parce que des personnages hyper charismatiques et attachants, des méchants qui marquent, des scènes qui marquent. Un cinéma en plus ultra ludique. Mais tu trouves pas que c'est encore plus avec les yeux d'aujourd'hui? C'est quand même, il y a quand même ce truc très, j'allais dire caricatural ou très basique de ce qu'on peut reprocher à l'époque. Où, alors oui, c'est efficace, c'est vrai. Ça tourne pas autour du pot, mais en même temps, les personnages n'existent pas vraiment parce que tu crois. Brendan Fraser, est-ce que tu y crois vraiment? Tout est arché. Voilà, c'est ça. Moi, j'y que des archétypes. Moi, j'y crois. Peut-être que c'est parce que t'as moins l'habitude, moins client du film d'aventure, mais quand tu recherches le film d'aventure, ça passe aussi beaucoup par l'aventurier, le personnage que tu vas suivre. Moi, je trouve qu'il a autant de force et autant d'attachement que peut l'avoir un Indiana Jones. Même si Indiana Jones va jouer le côté un peu plus adulte, mature à plusieurs moments, même si quand tu regardes le Temple Maudit, c'est presque la momie. Ça peut être aussi drôle que gore. Ouais. Moi, je trouve que le personnage de Rick O'Connell, voilà, c'est un mercenaire. Il sait manier de la gâchette. Il est fort, il sait se battre, il est intelligent. Ça l'empêche pas non plus d'être humain. Moi, je trouve ce film a vraiment toutes les recettes en fait du bon film d'aventure. Et moi, je trouve qu'en plus, il vieillit très très bien. Que ce soit visuellement comme c'est vraiment le film que tu peux remater, je pense. Et moi, je trouve que déjà à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux en termes de films d'aventure. Faut pas oublier que 99, des films d'aventure de Staccabi, La Momie, ça vient en termes d'ovni. On est à l'époque clairement plus à la mode. On est à l'époque de Matrix là. C'était déjà old school. Tu vois. Non, c'est clair. Et là, t'as un truc où en gros, t'as cette belle aventure égyptienne, ça te fait revivre l'égyptologie, cette passion de l'égyptologie, ça te fait revivre la momie.
Ouais, moi franchement, même visuellement, il y a des plans. Ah, mais il y a ce retour en arrière, mais comme Indiana Jones faisait aussi. Hein. Ouais. Ce retour en arrière au classicisme et à une époque révolue. Et voilà. Ouais, puis une passion pour l'aventure que tu pouvais lire dans les comics, dans les BD, dans les magazines, comme les vieux films, comme les séries. Alors là où Spielberg et Lucas ont beaucoup plus grandi avec les séries, les sérioles des années 30, années 50 qui passaient dans les cinémas. Comment il s'appelle le réalisateur? Putain, j'ai un trou. Stephen Sommers. Stephen Sommers, voilà. Stephen Sommers, lui, je pense qu'il a eu aussi un petit peu cette inspiration-là, même s'il est beaucoup plus jeune, mais lui, déjà... Enfin, quand tu vois le livre de la jungle, et là, je vous invite à regarder le livre de la jungle, et vous comprenez pourquoi ce mec a été pris pour réaliser La Momie. C'est que déjà dans le livre de la jungle, donc c'était quand même une bonne prod Disney, voilà, c'était... là, quand je parle du livre de la jungle, on parle d'un film live, hein, déjà à l'époque. Et là, tu sens déjà toute cette atmosphère aventure, un côté cinéma. Je trouve qu'il y a des plans magnifiques dans le livre de la jungle aussi. Il y a même des plans très Indiana Jones. Et du coup, et moi, je comprends que ces mecs-là, ils soient allés chercher. Et puis quand ils ont vu aussi ce qu'ils pouvaient donner en termes de suspense et d'horreur dans Un cri dans l'océan, qui était une espèce un peu de film de pirate moderne avec un peu d'éléments surnaturels. Donc ils se sont dit, les gars, on va prendre Stephen Sommers. En plus, c'est ce qui paraît, pour la légende de Stephen Sommers, quand il a vendu le film, sa conception du film à Universal, il a carrément mimé tout le film de A à Z devant la prod en séance. Il a mimé le film intégralement, et c'est comme ça en fait il a vendu son projet et puis banco. Donc là, donc le gars était passionné par ce projet. Et investi, et je trouve que la passion en fait de ce style de cinéma, la passion pour les Universal Monsters, en fait, tu la sens à chaque plan du film. Je trouve que ce film est d'une sincérité, d'un amour, et moi ça me manque. Moi ça me manque un tel amour à l'aventure et au cinéma à ce niveau-là, quoi. Et pourtant c'est un film grand public, divertissement, c'est pas le gros film compliqué, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Moi, c'est vraiment pas prise de tête. Et moi ça me manque. Moi des films comme ça, quand tu vois La Momie après Tom Cruise à côté, putain. Moi tu vois, j'ai ce truc de, par exemple dans les on va dire dans les plaisirs coupables, ou simplement les films que je voyais à l'époque, que j'adorais et que je peux encore regarder aujourd'hui, facilement, ou revoir encore aujourd'hui. J'étais plus dans, tu vois, des trucs, après c'est perso, mais c'est vrai que j'étais plus dans des trucs de science-fiction, ou même, tu vois, on peut citer Men in Black, Independence Day. Les années 80, Godzilla, avant 99, c'était les gros monstres et les extraterrestres à cette époque-là. Exactement. Dans le cinéma des années 90. Et moi, j'étais plus, et même aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à revoir des trucs comme ça. Parce que là, moi, je trouve que des fois, ça tourne un peu en rond. Mais tout ça pour dire que, en fait, c'est quand même, comme tu le disais avant, c'est assez rigolo. Je me suis plongé dans les films sortis en 1999. Ah oui, qu'est-ce qui est sorti à cette époque-là? On parlait dans les grandes années de cinéma, on citait 1982. Mais alors 99, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, Fight Club, Matrix, Sixième Sens, Star Wars épisode 1, Eyes Wide Shut, Magnolia, Virgin Suicide et Blair Witch. Ah, tous des films bien gays, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein. Mais par contre, des gros films et cultes, donc de Mommy, mais rien à voir. Que des films cultes. C'est vrai que rien à voir en termes d'ambiance. Et ouais, mais en fait, c'est rigolo parce que les parallèles avec Spielberg sont vraiment nombreux, parce qu'il y a même ce truc de revenir. Puisque Spielberg a fait ça aussi mais même avec Les Dents de la Mer déjà, même si c'est pas un film d'aventure, mais encore plus avec Indiana Jones, un retour en arrière, un truc, voilà, l'hommage assumé à ce qu'il regardait à l'époque, alors que c'était pas du tout à la mode. Et dans même Jaws, quand c'est sorti, tu regardes tous les films qui sortaient avant, le nouvel Hollywood, etc., c'était une ambiance sombre, etc., alors que tout d'un coup, il y avait ce truc un peu basique avec le méchant qui était un requin, donc très old school, quoi, tu vois, simplement ça. Mais hyper ludique. Tu suis le truc, tu t'embrasses le truc à fond, quoi. Je préfère Jaws que La Momie, quand même. N'exagérons pas. Mais on n'est pas sur le même registre en plus. Là où Jaws joue un peu plus le suspense. Même, est-ce que tu préfères Indiana Jones ou La Momie? Je pense que tu préfères quand même Indiana Jones. Oui et non. Il y a quand même plus de même de rythme, tu vois. Le 2, Indiana Jones, je me suis quand même pas emmerdé, alors que La Momie, franchement, je me suis quand même un peu emmerdé, moi. C'est vrai. Alors peut-être que c'est un peu plus culte. Non, moi les deux se complètent. Moi je peux autant remater 1 milliard de fois La Momie comme Indiana Jones, parce que
Moi, je trouve que la momie, il y a autant de scènes marquantes qui soit me font rire ou me font frissonner, et quand tu le remates encore et encore, moi, ça marche toujours. Et c'est là que je trouve que les scènes fortes, c'est le genre de film où il y avait des scènes fortes, autant dans le gore où tu vois le mec, la momie, on parle quand même d'un personnage, d'un monstre. Qui est déjà niveau CGI franchement super bien fait pour l'époque. Alors c'est vrai que ça ça encore maintenant, bien vieilli ça. Pourtant, alors Dieu sait combien il y a de films de faits en CGI d'époque qui ont très très mal vieilli. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait quand il ressuscite Imhotep, la momie, en fait c'est pas une momie avec des lambeaux comme tu peux le voir dans le film des années 30 hein. Donc là t'as un cadavre en putréfaction qui bouge, qui se moue devant toi, et puis en gros il doit aspirer les organes des mecs vivants en fait pour se régénérer et se reconstruire, et au final il a sa forme finale comme il avait à l'époque avant de mourir quoi. Et donc du coup, et là c'est génial, et là je trouve je sais pas, je pourrais faire plein d'éloges même au niveau effets spéciaux. Je trouve que les artistes et même le réal s'est fait plaisir dans les différents stades d'évolution d'apparence d'Imhotep, où tu le vois complètement en gros cadavre putréfaction, donc t'as un squelette avec tous ces éléments de peau en fait qui ont pourri, tout sointant, transpirant et tout ça. Je trouve qu'il marche super bien. Et puis après tu vois des éléments où tu vois carrément l'acteur avec des trous dans la bouche, où t'as un scarabée qui passe, il bouffe le scarabée qui passe, enfin qui sort de la gorge. Enfin des trucs comme ça, puis en plus il y a plein d'hommages, je sais pas, des hommages à Dracula de Coppola, quand t'as Imhotep qui passe par la porte sous forme de sable à travers la serrure, qui peut référer à la scène de Dracula dans Coppola où il rentre sous effet de fumée dans la chambre de Mia. Il y a plein d'hommages. Tu sens que le mec il a grandi avec ces films là, et puis il se fout pas de ta gueule quand il les refait quoi. Non c'est vrai, il y a clairement des qualités indéniables hein, mais quoi d'autre c'est drôle, c'est gore. C'est gore parce que déjà la momification vivante d'Imhotep au début du film, déjà, moi, elle m'a marqué, hein, honnêtement. Alors oui, c'est rigolo d'ailleurs de voir des trucs qui étaient beaucoup plus brutals finalement à l'époque. Parce qu'ils enterrent quand même un gars vivant avec des scarabées. Et du coup, il lui tranche la gorge. Enfin non, il l'embaume pas, il le momifie vivant avec tous ses prêtres. Je sais pas, c'est quoi, c'est des scarabées, c'est ça. Il l'enterre vivant. Et avec des cris, etc. Donc il y a vraiment le truc, alors que c'est quand même un film grand public destiné aux enfants presque, enfin aux jeunes. Et donc ouais, c'est rigolo de voir l'évolution. Moi, je regarde toujours ces films un peu avec aussi un œil de comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui, tu vois, parce que c'était le blockbuster de l'époque quand même, un des blockbusters de l'époque. Et on ferait pas du tout les mêmes choses aujourd'hui, tu vois. Je sais pas est-ce qu'il y aurait un équivalent aujourd'hui ou en tout cas qui pourrait être un truc un peu style La Momie aujourd'hui, tu vois. Déjà, alors pour avoir vu La Momie avec Tom Cruise par exemple, il y a le remake, on ressort un peu le mythe de La Momie, mais façon les années ont passé. Il y a Uncharted, le jeu qui est passé par là. Ah oui, alors ça, j'ai beaucoup pensé à Uncharted à part ça. J'imagine que c'est vachement... Mais Uncharted, qu'est-ce qu'il a pioché? Il a pioché dans Indiana Jones, il a pioché dans La Momie. C'est complètement... Nathan Drake, t'as l'impression que c'est un condensé de un peu O'Connell et puis Indiana Jones. T'as plein de trucs comme ça. Beaucoup O'Connell. Beaucoup O'Connell plus que Indiana Jones, j'ai l'impression. Parce qu'O'Connell, déjà, alors il est plus jeune, un peu qu'Indiana Jones dans le personnage. Il montre qu'il est plus jeune, qu'il est plus enfantin. Il y a un côté plus ado. Ce truc avec les flingues, là, même la tenue, etc. La tenue est trop... Mais l'époque, ça se déroule dans les années 1910, 17, par là. C'est vraiment l'âge d'or, en plus de l'égyptologie à cette époque-là. Et puis à un moment donné, ils sont en avion. Moi, j'ai plusieurs fois, je me suis dit, ça me fait penser à Uncharted, tu vois. C'est vrai que le film peut être un super jeu vidéo parce qu'il canarde des momies, il canarde. Enfin, t'as des séquences très ludiques où il s'enfuit dans des couloirs de la cité Munaptra poursuivi par un raz-de-marée de scarabées, et puis ils doivent trouver le moyen de sortir. Ça, tu peux faire un film, tu peux faire un jeu vidéo. La séquence couloir où tu dois échapper à la nuée de scarabées, à la Crash Bandicoot, tu peux faire un truc comme ça, quoi. Alors, justement, ça va faire une pardon. Ça va faire une bonne transition, c'est que. Moi, pour parler un peu d'une anecdote personnelle, à l'époque, j'avais été au Universal Studios. Et puis, avec mes parents. Et puis, il y avait une attraction, La Momie. Qui était une attraction... En fait, je savais pas trop ce que c'était. Mais finalement, c'était une attraction d'horreur. Et on rentrait, en fait, à pied. Et il y avait c'était pas un train, tu vois. C'était vraiment... Tu devais marcher. Et puis, t'étais dans les décors de trucs, mais c'était très sombre, etc.
Et puis en gros, il y avait des vrais humains à l'intérieur, tu vois. Enfin, c'était pas des machines, c'était pas des robots mécaniques, tu vois. Voilà. C'était vraiment des vrais humains. Et on a eu, mais à l'époque, avec ma sœur, avec ma mère, on a eu tellement les boules qu'on était sortis par la sortie de secours. Mais non, tellement c'était flippant parce que du coup il y avait des vrais gens à l'intérieur et tout. Énorme. Et je sais plus si j'avais vu le film avant. Je pense que je l'avais vu avant. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours cette image de film d'horreur de la momie, tu vois, parce que ça avait fait flipper. Et donc, comme tu dis, bah voilà, ça. Je pense que plus loin, peut-être, c'était pas une attraction purement d'horreur. Il y avait peut-être des autres partie de l'attraction, mais oui, ça se prête tout à fait à un jeu vidéo ou un train fantôme ou à une attraction dans un parc, tu vois. C'est ça, c'est... Et puis dans l'horreur, alors on disait, parce que c'est un film drôle, parce que oui, c'est que Sommers, dans ce film-là, il arrive habilement à manier en fait les trois piliers d'aventure, horreur et humour à chaque instant, parce que t'as une scène un peu horrifique. En plus, dans ce film-là, je trouve beaucoup moins dans le deuxième où c'est un peu moins subtil, mais dans le premier, il joue beaucoup sur le côté, la suggestion de ce qui se passe. C'est que parce qu'en fait, O'Connell est le personnage de Evelyn, donc le Ivy, incarné par Rachel Weisz, qui elle est une égyptologue, donc elle est passionnée d'égyptologie. Donc pour elle, retrouver Amun Aptra, c'est vraiment une grosse découverte. Ils sont accompagnés en fait de mercenaires américains, et puis c'est eux qui ont en gros volé un coffre à Imhotep, et puis c'est eux que Imhotep va retrouver pour aspirer leurs organes, pour retrouver leur forme originelle. Et donc il les suit un par un, et à chaque fois tout est joué dans le côté suggestif. Tu vois jamais frontalement en fait comment il aspire leurs organes, mais je trouve qu'il y a des trouvailles. Des fois c'est un contre-champ de béni d'un personnage, on voit la réaction de ce qui se passe, t'entends le bruit, tu vois la réaction, l'autre tu vois une ombre portée. Ça a moins bien vieilli, moi je trouve. C'est vrai. De pas voir l'action et de voir juste la réaction du gars qui est effrayé. Mais moi je trouve beaucoup plus efficace. Moi c'est ça qui me fout les boules, moi je suis beaucoup plus réceptif. Moi j'aime bien quand on voit que le gars il s'est fait arracher les yeux et puis l'effet marche encore aujourd'hui, tu vois. On le voit jamais se faire arracher les yeux. Non, mais c'est vrai, mais après il y a gros plan sur ses yeux, on voit qu'il regarde un peu sur le côté et puis Ah oui, mais des fois je veux dire, il y a même on voit rien, tu sais, il y a vraiment t'as ce truc de tu vois juste la réaction du gars et puis tu devines, tu vois. Oui, non, parce que je disais en comparaison avec le 2, où dans le 2, en fait, il remet ces scènes en fait d'aspiration d'organes, mais là, tu les vois vraiment en frontal, où t'as vraiment un effet de CG, où tu vois le truc, la bouche, et puis il aspire. Mais le 2... Ah non, c'est le roi scorpion qui est connu pour ses CGI dégueulasses avec The Rock. Là. Bah, le retour de la momie, même si j'aime beaucoup aussi le retour de la momie, on sent que les effets spéciaux, les mecs, ils ont pas eu le temps de tout finir, hein, parce que ça pique un peu. Mais en tout cas, le premier, il y a... ça joue sur beaucoup de trucs ludiques, la scène à la bibliothèque là où Evie elle range ses livres de la bibliothèque et puis après elle reste en équilibre sur l'échelle et puis après elle fait tomber toute la bibliothèque sous un effet de domino en un seul plan, donc déjà faut s'imaginer déjà au niveau pratique en gros tout le décor en fait, ça veut dire que tu fais tomber les étagères de bibliothèque avec un effet domino, la caméra qui tourne à 360 littéralement, tu vois, et puis c'est vrai que tout d'un coup c'est drôle et en même temps, et ça c'est une scène drôle à la con. T'imagines comment il a fallu la vendre et tout, de faire la prépa juste pour en fait une scène pour faire rire quoi. Non, les mecs ils mettent les moyens quoi. Bah, en fait, oui, c'est ça exactement. Ils auraient pu faire juste avec une étagère, on aurait compris qu'elle était maladroite alors qu'ils font toute la rangée. Tac, le truc c'est vrai que c'est rigolo ça. C'est génial. Mais en fait, ils se donnent les moyens d'aller au bout de leur truc et c'est vrai qu'on voit moins, ou aujourd'hui ça aurait été fait différemment. Ah, puis il y a moins de fun. Enfin, regardez, je sais pas si vous avez vu. Chers auditeurs, là, pour comparer la momie celle-là avec la momie made in Tom Cruise, où alors là tu te fais chier comme un rat mort, il n'y a aucune idée, c'est mal filmé, ça pue, vraiment là c'est... Mais alors moi puisque tu parles de Stephen Sommers ouais, j'aime beaucoup. Non mais c'est vrai qu'on parle pas d'un réalisateur très connu finalement, mais Van Helsing. Voilà, moi j'avais vu Van Helsing à l'époque sur UMD. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'était les films sur PSP. Ah non, oui, c'est vrai, la PSP, tu pouvais acheter. Tu pouvais voir des films. C'était les mini-disques, comme pour les jeux PSP. Exactement, c'était style mini-disque dans une boîte un peu triangulaire. Putain, tu l'avais vu dans les meilleures conditions, là. Hein, je l'avais vu plein de fois dans la voiture, voilà. Et donc sur la PSP. Et je trouvais ça plutôt cool à l'époque. Mais voilà, c'est lui qui avait fait ça.
Et c'est vrai que je crois que ça a pas. Bon, je pense que, remarque, pour le fun, on pourrait essayer de regarder Van Helsing. C'est culte, Van Helsing, mais voilà, c'est un autre style. Et puis, je pense que voilà, les CGI, etc., c'est pas la même chose. Ça a beaucoup moins bien vieilli. Oui, alors c'est très inégal. Moi, je trouve que ça reste encore un des plus beaux loups-garous dans Van Helsing, la meilleure représentation de loup-garou. Et puis. Mais il est connu pour ça, en fait. On sait que Stephen et Van Helsing. Van Helsing, et puis, oui, il a fait. Bah, après, bien sûr, avec le succès, pour vous faire un peu ce qui s'est passé après, avec le succès faramineux de La Momie, fait qu'effectivement, Universal a commandé une suite. Il fallait absolument sortir une suite qui est sortie en 2001. Qui s'appelle Le Retour de la Momie. Donc en gros c'est La Momie plus. Là Stephen Sommers, en gros le budget il est doublé. Alors là il s'en donne à cœur joie de mettre toujours plus. C'est d'ailleurs ce que fait que le film est très lourdingue, beaucoup moins frais que le premier, parce que Stephen Sommers, c'est quelqu'un qui a le problème d'en mettre trop, de trop vouloir en faire, quoi. Donc, c'est comme mettre trop de sel. Donc, quand il est trop généreux, après, tu dis oui, c'est bien. Moi, j'aime bien le sel. Hein, ça j'ai un petit truc. Mais trop de sel, après, au secours, quoi. Donc, c'est indigeste. C'est un peu indigeste. Donc, il a fait ça, Retour de la Momie, qui a été aussi un gros succès, hein, quand même, quand il est sorti. C'est des films qui ont très bien marché. Et puis après, du coup, Universal, mais ils se sont dit, allez, on continue les monstres Universal. Et là, on va faire le melting pot de tous les monstres Universal. On met Frankenstein. On met le loup-garou, on met Dracula, on met tout ça là-dedans. Ça va s'appeler Van Helsing avec un personnage à la Solomon Kane. Et puis allez, bien sûr, Stephen Sommers va réaliser ça. Donc il a sorti ça. Beaucoup moins de succès. Ouais, et puis non, mais c'est vrai que tu parles de générosité. Et je sais pas si on l'a déjà. Oui, un peu la main lourde, parlé, mais voilà, c'est peut-être c'est ça qui. Ce serait son défaut, ce serait peut-être d'en faire trop. Après, je sais que nous, on est les premiers à critiquer, par exemple, un réalisateur comme Denis Villeneuve, qui, alors je mets pas en rapport La Momie avec Dune, par exemple, mais en fait, si quand même, parce que dans le sens, c'est quand même des blockbusters, même si c'est des genres différents, mais et en fait, je pense que l'approche est diamétralement opposée, tu vois. T'en as un qui fait dans le genre grand spectacle, ce que tu veux dire, ouais, dans large, le genre, donc comment tu proposes un grand spectacle d'une ampleur, c'est ça, blockbuster, grand public, parce que Dune c'est quand même ça, mine de rien. Oui, c'est dommage, c'est un univers immense, univers très riche, réalisé par un pisse-froid, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, et puis il y a ce truc justement qu'on retrouve pas de générosité, et au contraire qui est plutôt comment dire, de minimalisme et de retenue, tu vois. Et même en termes de couleurs, d'images et tout, c'est vrai que c'est rigolo de se dire, enfin c'est rigolo, non, c'est un peu triste, mais là, de se dire que voilà, à l'époque c'était ça un blockbuster. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas que Dune, il n'y a pas que Denis Villeneuve. Parce que c'est vrai, peut-être, voilà, on pourrait citer Star Wars et tout, mais même. Non, mais tu pourrais citer par exemple Uncharted, qu'ils ont adapté au cinéma avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Ouais. Qui est censé être, en gros, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous savez ce que c'est que l'aventure. Donc en fait, c'est génial. C'est qu'en fait, on va adapter en film un jeu vidéo qui lui-même s'est inspiré des films de la Momie, Indiana Jones de cette époque-là. Donc, et ils arrivent à en faire une merde en fait informe, où il se passe rien, il y a aucun moment d'action intéressant, c'est moche. Enfin, on a perdu en fait on a perdu l'art en fait de savoir faire un bon blockbuster en fait comme la Momie. Hein. En tout cas, un certain. Après, encore une fois, toi, c'est vrai que t'adores. Moi, je suis pas non plus. Voilà, je dis pas que tous les films devraient ressembler à La Momie, tu vois. Mais si tu vends un blockbuster familial d'aventure, moi je pense qu'il devrait beaucoup s'inspirer de ce qu'a fait Stephen Sommers. C'est surtout qu'il y en a plus, tu vois, parce que maintenant on serait soit sur du Christopher Nolan, que je préfère largement, que Denis Villeneuve, mais mine de rien on est sur du blockbuster d'auteur plus, et il y a quelque chose de très intelligent, alors que là on est plus dans le divertissement enfantin et généreux, et voilà. Complètement. Tu mets un film comme ça réalisé par Nolan, mon Dieu, que ça serait chiant. Mais bien sûr. Après, mais est-ce qu'il y aurait... Mais attends, je réfléchis en même temps. Est-ce qu'il doit bien y avoir quand même les héritiers dans le genre qui pourraient s'adonner à du grand spectacle comme ça, pur et simple. Peut-être. Pas tant que ça. Encore Guillermo del Toro, j'aurais dit. Mais del Toro. Mais pas tant que ça, parce que c'est quand même. Peut-être Peter Jackson, c'est vrai. Après, King Kong. On cite souvent les vieux, un peu les vieux de la vieille maintenant, qui commencent à avoir. Parce que quand on parle de relève, tu dis maintenant, là on peut parler aussi un peu dans le terme de cinéma général, en gros, ceux qu'on retient souvent, ou des films qu'on a retenus, et quand tu regardes les réals en dessous,
Ouais, c'est un peu souvent les mêmes. Hein. T'as quand même les pointures qui commencent à se faire vieux. Alors, je dis pas, hein, t'as quelques nouveaux premiers et premières aussi qui arrivent à se sortir des trucs intéressants. Mais faut pas se leurrer. Des films comme La Momie maintenant, comme les blockbusters maintenant et tout ça, c'est avant tout des films de studios précommandés, préfabriqués où aucun réal n'a la possibilité de s'exprimer. On l'a bien vu dans Sam Raimi pour Doctor Strange. Enfin, vous dire, quand t'as des mecs aussi marqués, Sam Raimi aurait pu faire un très bon La Momie. Hein. Ça, c'est des mecs qui font du grand spectacle divertissant, bien assumé aussi. Hein. Ouais, alors je pense que. Alors, quand même, ça aurait été Momie mieux. par Sam Raimi. Oui, ça aurait. Ah non, mais complètement. Oui, mais. Il n'y a pas la maestra de Sam Raimi, quand même. Non, mais ça, Stephen non, Sommers, non, c'est pas Sam Raimi, tu vois. Non, voilà. On sait que Stephen Sommers, c'est pas un grand réalisateur, mais au moins, c'est un grand gamin qui juste a l'amour du cinéma et qui a quand même pas oublié en fait les codes du genre. Donc maintenant, pour citer la relève, bah, quand tu vois ce qu'on fait, mais on parlait d'Uncharted, on parlait de La Momie avec Tom Cruise, bah c'est des trucs de commande, de prod maintenant. Enfin. Non, mais même si on veut, par exemple des Marvel. Ouais, je sais même pas comment comparer parce que Marvel fait par Stephen Sommers, moi je voudrais voir ça. Hein. Il l'a fait un petit peu avec G.I. Joe, mais. Ah, c'était lui qui avait réalisé G.I. Joe. Le premier, ouais. Mais ouais, non, bah c'est vrai. Mais je vois pas de truc immédiat comme ça, un côté en fait juste simplement un plaisir communicatif de se marrer, de passer un bon moment dans un truc c'est fini, cette époque-là. Grand budget, grand spectacle. Ce serait Spielberg à l'époque, mais pour le meilleur. Toujours les mêmes. Moi, je trouvais qu'il l'avait bien fait avec Jackson quand ils ont réalisé Tintin, qui était un des derniers films d'aventure où j'ai trouvé l'aventure vraiment. Ce côté feel good, partir à l'aventure avec plein de trucs ludiques à regarder. Pour moi, c'est un des derniers films, je trouve, d'aventure. Après, voilà, t'as des films comme par exemple. Après, il faut dire que le film d'aventure, c'est un peu mouru au fil des années. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et Universal film d'aventure récent. A assumé, a eu un cuisant échec de remise au goût du jour de ces monstres Universal. Il faut dire qu'on est dans une époque où les monstres Universal n'ont pas du tout la cote. Mais personne n'en a rien à foutre des monstres Universal. Hein. Et je pense qu'il y a eu un problème de timing quand. Universal a voulu faire son Monster Universal Universe, c'est qu'il y a Marvel. Je trouve que le film de super-héros a bouffé pratiquement l'entièreté en fait du film de divertissement et du blockbuster en fait, et que derrière, t'as envie de faire un truc où tu vends Dracula Frankenstein, fatalement ça fait ringard. Et pourtant c'est pas les tentatives qui ont manqué. Il y a eu le Frankenstein réalisé par Joe Johnston, non aussi, il y a pas un truc comme ça. Ah ouais. Avec Benicio del Toro. Ouais, où je pensais même à des films de Ridley Scott. C'était quoi pas Exodus, mais attends, avec Christian Bale. Exodus. Ah, j'ai oublié le titre. Avec Moïse. Mais bref, Moïse et Ramsès. Attends, je sais plus. Ça, c'est vraiment une merde. Mais même, non, mais je pensais au film d'aventure en fait, ou même Robin des Bois de Ridley Scott. Au secours. Ridley Scott, c'est quand même un réalisateur, qui pourrait être un peu, on va dire, tu vois, dans le sens grand spectacle, film d'aventure, il en a fait. Mais il est fini Ridley Scott. Et j'ai hâte. Oui, mais à l'époque. Et j'ai hâte qu'on fasse là un épisode de La Grange sur Napoléon qui sort tout bientôt. On pourrait faire un épisode sur Ridley Scott, ça serait intéressant. Mais oui, mais ça on le fera avec des invités. Mais oui, non, c'est vrai, je vois pas de je sais pas, de dessin. Ah si, Exodus. Ah non, oui, non, mais c'est Exodus. Ouais. Exodus, Romain des Bois. C'est vrai que lui, il a fait quand même 2-3 films un peu aventure, mais même pas. C'est un mec il casse tout. Il casse tout dans ses films. Exodus, non, mais j'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que c'était. Oui, dans le genre épopée un peu. Voilà, je cherchais des exemples plus récents de films d'aventure parce que c'est vrai que comme ça, j'en vois pas beaucoup. Le film d'aventure un peu à La Momie, l'African Queen, ces trucs-là, des trucs. Enfin, faut dire que le film d'aventure a eu plus d'essor. C'est comme le western, tu vois. Ah ouais. C'est passé de mode, alors bon, ça peut revenir, c'est déjà revenu, et après ça repart. Il y a toujours eu des petits films western qu'on voit encore maintenant, après le western a migré vers d'autres genres, ils ont mélangé ça avec de la SF, un western récent.
Bah après tu dis qu'est-ce qui est western, tout peut être un peu western. Non mais un vrai western, je veux dire. Un vrai bon western. Pas un néo-western mais un vrai western. Ouais, non, je sais pas, 3h10 pour Yuma, tu vois, ou des trucs comme ça, mais. Bon, il y en a deux, il y a 3h10 pour Yuma et puis True Grit. Des frères Coen, voilà, qui... Mais bon, pour dire que c'est vraiment, c'est pas du tout des styles, mais c'est pas des styles à la mode, enfin des genres à la mode, mais comme le Mummy ne l'était pas non plus. Donc il suffit d'un gars qui fasse tout d'un coup un truc plutôt cool et qui lance toute une mode, parce que j'ai pas regardé, mais ce serait intéressant. Le seul je pense mis à part les suites de la Mummy, ça a lancé quand même évidemment toute une mode de films qu'on a oublié maintenant parce que c'est des débuts des années 2000 et voilà, c'est oubliable. Le problème c'est qu'après derrière il y a eu en fait la grosse période Heroic Fantasy en fait qui a repris le dessus, truc qu'on n'avait pas vu qu'on n'avait plus vu depuis Dark Crystal, Conan le Barbare et puis Legend dans les années 80, et qui sont revenus avec Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, le Pont de Tarabatia ou je sais plus quoi, les Chroniques de je sais plus qui, même le Labyrinthe de Pan. Il y a eu un revival de l'Heroic Fantasy qui a tout phagocyté. Donc en fait Universal n'a jamais eu trop de chance pour relancer ces monstres, parce que c'est des tentatives ratées. Donc à mon avis je pense pas que là ils vont retenter encore d'autres trucs. Non, c'est... Parce qu'en plus, c'est des monstres maintenant qui sont tombés. Enfin, pour les gens, ces monstres-là, ça se résume à un déguisement d'Halloween maintenant. C'est triste, parce que après, tout est toujours. Enfin, tu vois, il y a rien qui est mort tant que quelqu'un ne le ressuscite pas et qu'ils ont fait un carton, tu vois. Bah, il y a eu la tentative Pirates des Caraïbes. Après la Momie, dans les années 2000, voilà aussi, Pirates des Caraïbes. Voilà, bon exemple de truc du film d'aventure fantastique, old school. Qui a cartonné, qu'on a fait, voilà, ils en ont fait 5 films. Donc non, mais ce qu'il y a, c'est que si vous voulez vraiment le bon film, en tout cas, même Van Helsing, vous allez prendre du plaisir parce que c'est du film de gosses. Tu sens que c'est des films qui ont été réalisés par des gosses. Le mec était là dans sa chambre ou dans son bac à sable et puis il s'imaginait. Van Helsing, t'as Dracula contre un loup-garou qui se bastonne dans un château. Si vous avez un plaisir coupable de gosse, qui est pas totalement mort, mais regardez ces films-là, vous allez prendre un super plaisir parce que vous allez vous marrer, vous aurez de l'action, il y a tout ce qu'il faut, et puis il suffit que encore plus si tu l'as vu à l'époque. Si tu l'as pas du tout vu, je sais pas. Si aujourd'hui tu vois ça en mode. je serais curieux, ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous avez jamais vu La Momie, si on vous a donné envie de le voir avec ce podcast. Mais franchement, La Momie en même temps c'est culte, il faut le voir au moins une fois, ça fait partie des films. Ouais, puis. Ouais. Puis rien que pour. Par curiosité, pour voir Parce que. Après, ça dépend le niveau de curiosité que chacun, de chacun, mais c'est vrai que si tu essaies de chercher un peu dans les films anciens, je sais que par exemple, typiquement moi j'ai regardé pas mal de films des années 70, 80, mais c'est vrai que les années 90-2000, qui a en fait été mes années où j'étais gamin, où je regardais pas mal de films, en fait c'était vraiment les années oubliées, tu vois. Et voilà, finalement, quand je vois ce qui sort en 99, je me dis, en fait, non, tu vois. On pourrait se pencher là-dessus. Ils ont sorti leur lot de gros films, quel que soit le genre. De toute façon, faut se rendre compte que les années 90, enfin les années 90 et les années 2000 ont été aussi beaucoup prolifiques sur aussi plein d'autres. Enfin, je veux dire, après, si on veut carrément aller sur le terrain, il y a eu des merdes à toute époque. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre les années 80 sur ce côté. Je pense qu'il y a aussi le revival absolu, les revivals de cette époque qui fait que ça pourrait pousser à revoir ça. Parce que le contexte de l'Amérique aussi jouait beaucoup là-dessus. Sur vas-y, on y croit à fond, on y va full bourrin sur notre côté full américain, et tu le vois sur beaucoup de films. Mais à part ça, c'est rigolo parce que moi, ce qui m'a fait revenir, mis à part que nous on en parlait et puis on s'est dit on se met ça. Mais ce qui m'a fait repenser à La Momie, c'est vraiment le retour de Brendan Fraser. Et qui joue dans par The Whale, j'ai pas vu, il paraît que c'est pas ouf. Mais par contre, ça fait plaisir de voir parce que apparemment il a pas eu non plus. C'était pas tout simple pour lui, donc. Son dernier gros truc, c'était La Momie 3, la tombe de l'empereur dragon. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il est, mis à part le fait qu'il est, il a eu un énorme succès, plusieurs énormes succès, et puis ensuite il y avait plus rien. Donc déjà ça c'est hyper dur, mais en plus je crois qu'il a eu pas mal de traumatismes d'époque. C'est dommage. Moi j'aurais vraiment voulu le voir. Ça fait plaisir de le voir de retour maintenant.
Et mais même pas dans des films. Mais pas chez Aronofsky, au secours. Moi, ça me Non, mais tue parce que ça va lui complètement permettre je pense, de revenir dans des films comme quand tu vois, je sais pas moi, Josh Hartnett chez Christopher Nolan, tu vois. Moi, je suis content, tu vois. Je me dis, Ouais, mais je trouve sûrement- qu'il y en a qui reviennent avec. Mais ça ira pas, ouais, mais une malheureusement, espèce une ça espèce ira pas au-delà de ça. Ça ira pas au-delà de ça. Brendan Fraser, il a fait The Non, Whale. alors- Et après, c'est fini. Je pense pas qu'on le reverra. Ah, je sais pas. Franchement, je m'avancerai pas trop parce que. Voilà. Après, il a peut-être une sensibilité, hein, enfin, pas une sensibilité, mais dans le sens quelque chose de nouveau dans un autre genre qu'il peut apporter. Moi, j'aurais Alors oui, bien- il va pas. Ben, d'ailleurs, il parle d'un retour de. Moi, j'avais entendu parler d'un retour de Brendan Fraser dans La Momie, hein, par ça. C'est vrai. Ouais. Ah non. Un remake Ouais, alors enfin, ou une suite à moi, La Momie. j'aurais bien voulu le voir dans ce film de fantôme là fait par Disney. Il y a un film qui est sorti récemment là sur Ah, le Manoir Hanté. le manoir hanté là, parce que c'est leur trip de reprendre des attractions du parc d'attractions. Donc Ouais. ils l'ont fait avec Pirates des Caraïbes, et là ils l'ont fait récemment avec le manoir hanté des parcs Disney, et qui à ce qui paraît est pas si mal que ça apparemment. Donc je suis intéressé. Mais dans ce genre de film, moi j'aurais très bien vu Brendan Fraser. Enfin je sais pas, pour moi j'ai envie de le voir dans ce film là Je trouve et qu'il pas dans symbolise tellement les années 90. oui. Tu sais. Je sais pas pourquoi Aronofsky l'a pris, parce qu'il a regardé Twitter et puis en fait il y avait une mouvance. Tu l'as vu, The Whale ? Non, j'ai pas vu. Ouais. Tu vois, Non, tu non, critiques comme ça. non, je ne regarderai pas de film d'Aronofsky, faut pas déconner. Quoi. Non, mais Non, après, c'est on mort. est sur autre chose. Mais enfin, on est dans un autre genre de film. Mais La Momie, ça fait plaisir. Ah, franchement, vous vous souvenez de l'époque où vous vous marrez juste par simple fun devant un film? Cette chose qui a disparu maintenant, ben voilà, vous allez la retrouver avec La Momie si vous l'avez pas encore vue, quoi. Non, mais c'est Et vrai. même Mais la après, suite, c'est même et pas même- un plaisir coupable finalement, tu vois. C'est un plaisir tout court. Parce Enfin, que honnêtement, pour autant qu'on adore les films d'aventure. Honnêtement, le premier, La Momie, là, celui-là, c'est un bon film. Même un très bon film. Faut vraiment. Moi, je. C'est vrai. Ah non, 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 mais non, enfin, c'est un bon je film. pensais que j'allais mieux aimer en fait. Mais moi, je sais que voilà, comme je te dis, je regarde Indiana Peut-être Jones le 2, genre je suis là, aussi. ouais, ok, c'est quand même pas mal, mais je suis pas emballé à fond, tu vois. En plus, j'appelle Indiana Jones 2 parce que je sais pas. Mesdames, messieurs, si vous écoutez, faut savoir aussi, pour la petite anecdote, c'est que j'ai fait découvrir à Manu le premier Indiana Jones. On l'a regardé Ouais. ensemble, parce que voilà, Il y a pas si monsieur longtemps. il n'y a pas si longtemps, c'est vrai, Ouais, n'avait ouais. jamais vu. Alors, je vous encourage, là, c'est moi qui vous encourage à balancer toute la haine que vous avez envers Manu dans les commentaires, parce Mais qu'il non, mais n'a c'est intéressant. On a un autre background. Tu vois, Mais moi, oui, j'ai c'est un truc Mais plus. c'est ça. Voilà, ça a fait évolué qu'on- mes ce qui goûts fait en qu'on se cinéma, mais on se j'étais complète plus, bien, quoi. plus cinéma d'auteur, etc. Donc en fait, C'est vrai. Voilà, j'avais pas vu ça à l'époque. Mais voilà, j'essaie de rattraper des fois mes lacunes. En tout cas, oui, mais c'est ce qui fait qu'on est très complémentaires, et c'est toujours appréciable parce que chacun amène en fait les films qu'il a vus, et c'est ce qui est cool dans l'exercice en fait de refaire un petit concept sur les films qu'on a connus avant, c'est parce que chacun on peut y amener. D'ailleurs on peut d'ailleurs se Bah poser ouais, la question, c'est quel bien. film on va faire la prochaine fois? Bah alors là, parce que tu m'as plus ou moins imposé La Momie quand même. Maintenant, Je tiens à le dire, hein, c'est pas, je sais plus qui l'a cité et tout d'un coup t'étais là, ouais, on va faire ça. Non, mais alors pour continuer dans le délire, puisqu'on est un peu dans le délire de un film récent et un film de l'époque, quoi, on enfin ancien. revoit le film, souvenez-vous. Souvenez-vous. Moi, j'aurais bien envie de faire Godzilla de Roland Emmerich. Oui, ah oui, Tu vois, oui, complètement. ça me tente très bien. Ça vous dit? Alors si ça vous dit aussi, ou si vous voulez un autre film, dites-le aussi, parce que là je regarde l'heure. Parce que ça, On va pour pas le coup, les films de monstres, Godzilla. les films Alors- de science-fiction comme Independence Day, Le Godzilla de Roland moi, Emmerich, je surkiffe. Donc, de Ah oui, Roland oui. Emmerich, ouais. Ah, cette grosse Ah non, vague mais on détruit le monde à cette époque-là, ils étaient forts. Ouais, là, Emmerich, il était à fond. Et bah, ça serait rigolo, et puis ça permettrait de parler de autres films représentatifs de l'époque, je trouve, et Oui. d'un réalisateur, d'un remake, et voilà, des différences avec l'original. Tu veux dire etc. par là qu'il y aurait un épisode à faire sur Roland Emmerich? Parce qu'il y a de Ou quoi, sur hein. Godzilla. Ou sur Godzilla. Ah, Moi, j'adore Godzilla. Godzilla. Ouais. Franchement, Alors c'est bien, Je tu seras suis plus, fan de tu seras Godzilla, plus donc, à l'aise que moi. Moi, je connais pas assez ah ouais. Godzilla. Enfin, à part Je les ai pas celui-là tous et puis vus, mais, les récents, mais les anciens, j'ai pas vu. J'ai pas, j'ai pas tout vu, quoi. Bah, en tout cas, ce serait l'occasion. Et puis, c'est vrai que le Roland Emmerich, mais voilà, par pur aspect de nostalgie, ça me ferait marrer de le revoir. Ouais. Et puis, là aussi, on s'attaque à. C'est rigolo de s'attaquer à des films un peu. Voilà, avec une mauvaise réputation, tu vois. Et donc, oui, et qui pourtant à l'époque était vendu comme c'était l'énorme film. En plus, c'était le combat Godzilla contre un Armageddon à cette époque-là. Oui, C'était puis deux combien de énormes films on va pouvoir parler blockbusters, avec Jean Reno
pas tant que ça, je pense. De Stackabila ? Bah non, mais simplement des films avec Jean Reno. Tu penses qu'on va en parler, de combien de films avec Jean Reno on va parler dans ce podcast? Je pense qu'on traitera au moins de la quadrilogie Les Visiteurs. Hein. Je pense que ça, il faudra faire une grange dessus. Il faudra au moins faire une grange sur les Visiteurs. Déjà qu'on se réinvente chaque semaine. Alors si on commence à se lancer dans les comédies françaises type Les Visiteurs, alors là... Ah, si c'est les comédies de Jean-Marie Poiré, moi, à fond. Mais en tout cas, vous l'avez compris... Prochain épisode rétrospectif sur de Lagrange, ça sera Godzilla par Roland Emmerich avec Matthew Broderick et Jean Reno. Pour revenir sur La Momie en question, foncez le voir. En plus, je pense qu'il est sur Netflix, La Momie, non ? Il est sur les plateformes. Donc franchement, matez-le. Matez aussi le 2, même si le 2 est un peu trop bourrin, il en fait un peu trop, mais c'est tout aussi généreux. En tout cas, à mon sens, c'est plaisant, c'est drôle, c'est fun. Il y a plein de petites idées, des scènes qui marquent, des personnages attachants. Enfin, si vous voulez passer un bon moment et avoir la banane après le film... on n'a pas dit une note. Ah, moi, c'est 10 sur 10. Le premier. Ah oui, le premier. Je m'attendais tellement pas à ça. Le premier, pour moi, okay. c'est 10 sur 10. Le deuxième, c'est comme si t'as mangé trop de chou à la crème, quoi. Mais le premier, grand, big love pour le premier. Franchement, moi, j'adore. Bon, moi, allez, je vais être un peu rabat-joie. Un 6 sur 10. 6 sur 10. Voilà. Non, mais restez sur le 10 sur 10 de Serge Elie. 6 sur 10, putain, t'es méchant. Allez, dites-le peut-être un 7. Là aussi, dites-le qu'il est méchant, franchement. D'accord, 7 sur 10, 10 sur 10. En tout cas, vous aussi, faites-vous votre propre avis sur La Momie si vous ne l'avez pas encore découvert. En tout cas, c'est le bon moyen aussi de le faire passer à vos enfants. Même si les enfants doivent être assez grands aussi. Hein. C'est pas pour les tout petits. Hein. Il y a quelques scènes assez marquantes. Je crois même qu'il était interdit au moins de 10 ans. Je crois quand il est sorti. En tout cas, voilà, La Momie, Stephen Sommers. Donc, au moins mater les deux premiers. La tombe de l'Empereur Dragon, c'est de la merde. Donc, n'allez pas surtout. On n'a pas parlé du Roi Scorpion aussi. Ah, on fera un épisode sur le Roi Scorpion si vous voulez. Votez aussi. Il faudra mettre un système de vote là, pour les films. C'est vrai que le Roi Scorpion, en tout cas le premier, parce qu'ils en ont fait 5 au moins. Moi c'était la bonne période de The Rock. Ouais. Manu, tu commences. Manu, il a envie d'emprunter des chemins, mais des chemins houleux là. Roi Scorpion. Dans les sables mouvants là. Après, bientôt, on fera les comédies sentimentales et romantiques. Coup de foudre de Notting Hill, Love Actually, Coup de foudre à Manhattan, on les fera tous, ceux-là. Hein. Ah ouais, Love Actually, ouais. Je suis d'accord. C'est bientôt les fêtes, hein. C'est bientôt l'hiver, hein. Love Actually. On se dévoile, là. On se dévoile. Ah non, dis trop. Restez pour en apprendre plus sur nous. Voilà. Continuez à écouter et à regarder les épisodes de Lagrange. L'épisode s'achève, donc on l'a dit. Le prochain, Godzilla. Le prochain film, plus d'actualité, on sait pas encore. Ça va être la surprise. On va le dire, si c'est un film cinéma ou des plateformes, ça, on n'en sait pas encore. Mais en tout cas, on se réjouit de vous dire à la prochaine pour un prochain épisode de Lagrange. Manu, merci. En tout cas, c'était cool de faire cet épisode et de parler de La Momie avec toi. Franchement, on se connaît depuis un petit moment et j'aurais jamais pensé qu'on allait parler de La Momie ensemble sur une grange. Ça fait plaisir. Bah écoute, à force que tu me parles de Stephen Sommers comme si c'était un grand réalisateur et genre mais quoi bah oui, Stephen Sommers c'est un bon réalisateur, c'est pas un grand réalisateur mais il est pas déshonorant. Allez, bah écoute, voilà, on va se quitter sur ces mots. Et on va se quitter du coup sur la musique de La Momie par Jerry Goldsmith. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la... Non, très belle musique. Mais bon, voilà, si on peut faire aussi marcher les petits partenaires, si vous voulez en apprendre plus sur La Momie, on vous encourage à regarder l'excellente vidéo de le cinéma de Monsieur Bobine, qui a fait tout un épisode sur Van Helsing et Stephen Sommers, et puis il revient un petit peu sur toute l'histoire de La Momie, donc super intéressant. C'est sur YouTube, allez regarder Monsieur Bobine. Et si vous voulez un peu plus sur la musique, on parle pas trop musique ici de cinéma, mais la musique de cinéma, c'est bien sûr Total Tracks, le podcast Total Tracks, qu'on aime beaucoup aussi, avec toute l'équipe de Rafik Djoumi et tout ça. Et il y a des épisodes sur Jerry Goldsmith. La concurrence, mais c'est aussi nos... c'est aussi nos potes. Bien sûr. En même temps, c'est eux qui nous ont aussi donné envie de connaître ça. Donc voilà, si vous voulez plus de Jerry Goldsmith, vous avez Total Tracks, qu'on a fait plein d'épisodes, et plus de Momie, le cinéma de Monsieur Bobine sur YouTube. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Écoute, je pense qu'on est bien là. On vous embrasse fort, tout le monde, et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Lagrange. Ciao. Ciao.